de transition. Les responsables militaires redoutent d'ailleurs une déstabilisation de toute la sous-région. Mais que cache l'assassinat du président tchadien? Pour quelles raisons ce dernier a été tué? Quel rôle jouait le Tchad dans la sécurité des pays du continent noir? Nous nous interrogeons. Que deviendra la zone CEMAC après la mort de Déby et la possible déstabilisation de son pays? Quelles stratégies sont mises en place par les pays de l'Afrique centrale pour sécuriser leur territoire et préserver leurs acquis et intérêts, sachant que le golfe de Guinée est aujourd'hui la source de toutes les convoitises de la part de l'Occident? Quel est le prochain président qui pourrait passer à la casserole et laisser le chemin aux Français et précisément aux Occidentaux de déstabiliser la zone CEMAC, pour ne pas dire le golfe de Guinée, et avoir la même mise sur les richesses du golfe de Guinée? C'est toujours des interrogations. Autant de questions qui méritent des réponses. Car en géopolitique, tout est calculé. La guerre est une partie d'échecs et chaque pion vaut son pesant d'or. On ne déplace pas la tour sans calcul. Mais surtout, il faut savoir que la reine ne bouge pas n'importe comment. Mais il faut savoir une chose. La géopolitique du golfe de Guinée considère le golfe de Guinée d'ailleurs, messieurs, en tant que territoire partagé ou disputé entre les États. Ce golfe est un espace maritime situé à l'ouest du continent africain. Il inclut généralement et précisément 8 pays côtiers, bien que les chiffres puissent varier selon les sources. Ils sont d'ailleurs nombreux, ces pays. Messieurs, il est bordé par l'océan Atlantique, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Gabon, Sao Tomé et Principe et bien d'autres encore. Les eaux du golfe de Guinée abritent de nombreuses ressources. Ces réserves en pétrole lui permettent d'augmenter sa production et engendrent des flux importants, et notamment reliés à l'axe maritime proche du globe et surtout du Golfe. Pas clair, lui laissant l'espoir de devenir pas à pas, malgré les conflits et les pirates, un nouveau centre de gravité énergétique et donc stratégique. Et quand on parle de stratégique, on parle bien sûr de stratégie pour les uns et les autres, et sans oublier pour l'Occident. On se rappelle de ce que devant les 270 marins du porte-hélicoptère d'assaut français Dixmude, amarré dans le port de Lomé au Togo, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian avait répété le vendredi 14 octobre 2016 que le golfe de Guinée était l'une des priorités de la coopération militaire française en Afrique. Et moi de poser la question, pourquoi? Pourquoi le déclarer? Pourquoi d'ailleurs l'affirmer? Est-ce que l'Afrique appartient à la France? Venu dans la capitale togolaise pour assister au sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité maritime, Jean-Yves Le Drian avait tenu à faire le déplacement sur l'un des 3 Mistral de la marine française actuellement en mission dans le golfe de Guinée et à Lomé depuis le 1er août pour exprimer sa fierté aux marins de l'opération Corembe. Quelle fierté? La fierté, il faut le dire comme ça, de dépouiller les Africains de leur richesse? Allez savoir. Mais que veut la France? L'Afrique est-elle son territoire pour se pavaner et donner des ordres? Nous nous interrogeons. Convoiter le golfe de Guinée est-il le premier objectif de la France sur le continent africain? Elle qui a perdu la main au profit des autres nations? Eh bien, au cours de cette édition, nous allons continuer à nous interroger. Pendant ce temps, du côté du Tchad, messieurs, là-bas encore, on va regarder ensemble quelques photos, il faut le dire comme ça, de ces soi-disant, il faut le dire, rebelles qui sont du FACT, qui ont d'ailleurs fait, il faut le dire comme ça, un communiqué hier faisant savoir qu'ils donneraient jusqu'à hier, c'était le 21 avril hier, permettez-nous de regarder justement en mondovision ces soldats mal chaussés, ces soldats amaigris, ces soldats affamés qui viennent tout droit de la Libye et qu'on nous déclare être aujourd'hui les rebelles qui veulent prendre le pouvoir du côté du Tchad. Regardez, mesdames, messieurs, très bien ces photos. Est-ce là les soldats, messieurs? Est-ce là ce qu'on appelle les rebelles? Les voilà donc, bien regroupés, dans le désert. Je vous aurais montré plusieurs autres images. Ils ne savent même pas porter une arme. Les voilà. Peut-on dire réellement que ceux-ci sont des soldats? Et c'est eux qui veulent justement entrer, selon en tout cas les médias mainstream, et sans oublier les médias français, entrer en N'Djamena pour prendre le pouvoir. Et pendant ce temps, messieurs, le golfe de Guinée, lui, et sans oublier la zone CEMAC, est convoité. Président Badakani, qu'est-ce qui se cache derrière l'assassinat d'Idriss Déby Itno? Mon cher Ngoz, vous vous souvenez, puisque vous avez montré la typologie des soi-disant rebelles
Parce que c'est Paris qui les a désignés comme étant des rebelles. Oui. Voilà. Je voudrais faire le parallèle avec la rébellion ivoirienne. Vous vous souvenez, non? On se souvient très bien. Il disait qu'il luttait pour la démocratie. Il luttait contre la dictature du président Gbagbo, dictature ethnocentrique. Cet ethnocentrisme qu'on a affublé au président Gbagbo et à son régime vient d'un article, d'une tribune signée, écoutez bien, par Achille Mbembe et Célestin Monga, à l'époque, disant que Gbagbo était un chef tribaliste ethnocentrique et célébrant l'arrivée de Ouattara au pouvoir. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je dis bien, à l'époque, je vais me le rappeler, parce qu'il faut que les gens les démocrates impérialistes africains, là, il faut qu'on les mette devant leur réalité tous les jours. Celui qui est le leader actuellement, puisque Macron l'a coopté, même pour penser notre avenir, Oui. d'après la France, a écrit une tribune, une grosse tribune signée, soutenant M. Ouattara et son projet, célébrant son arrivée au pouvoir et insultant Gbagbo. À l'époque, c'est le professeur Charlie Mbok au Cameroun qui nous avait rejoint, nous, qui étions sur les, tu le sais très bien, en première ligne pour défendre le président Gbagbo, oui, qui avait fait un article en tant qu'universitaire pour dénoncer Achille Mbembe et Célestin Monga. Ce sont des faits. Et une parenthèse, pour dire aux gens qu'il n'y a pas de hasard, que Achille Mbembe ne tombe pas du ciel. Ça fait longtemps qu'on le prépare, qu'on le recycle pour assumer ce rôle de traître. Parce qu'il y a des gens qui me disent dans les commentaires, non, président, vraiment, laisse-le, il a le droit à son opinion. Ce n'est pas une affaire d'opinion, là. Il s'agit d'aller soutenir. C'est l'avenir de l'Afrique qui est quand même. Le projet criminel et nazi de M. Macron, qui se donne le droit de choisir à notre place nos dirigeants. Qui se donne le droit de décider qui est un bon en Africain ou pas. C'est ça. Et ce n'est pas l'affaire d'opinion. C'est très grave. C'est pour ça que je dis à ceux-là, je reprends mes amis qui m'interpellent que je n'ai pas un problème avec M. Mbembe sur le plan personnel. Et sa bande. Je vous donne des faits. Il a toujours soutenu les crimes en Afrique. Les crimes de l'impérialisme en Afrique. Et il masque ça en insultant nuit et jour les, entre guillemets, les dictateurs. C'est leur stratégie. Donc, les Guillaume Soro, le premier ministre Guillaume Soro, les Ahmed Bakayoko, les Ngon Koulibaly à l'époque, disaient qu'ils luttent pour la démocratie. Qu'ils ont pris les armes pour la démocratie. M. Guillaume Soro a écrit un livre, Pourquoi ils sont devenus rebelles. Il disait que non, c'était pour la démocratie. Aujourd'hui, que dit Guillaume Soro? Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Il a changé de fusil d'épaule. Je me suis trompé. J'étais jeune. Écoutez bien. J'étais jeune. Parce qu'il a son porte-flingue là qui passe son temps à vomir des insanités. Je vous ai dit que je ne vais pas citer son nom. Ça lui fait trop d'honneur. Vous savez de qui je parle. Moi, je ne cite pas son nom. Vous savez de qui je parle. Je ne lui ferai pas un tour. Allez-y, on vous suit. Donc, M. Guillaume Soro a dit, je me suis trompé. Je croyais qu'on luttait pour la démocratie, mais je me rends compte que c'était autre chose. Nous luttions pour placer au pouvoir un président vendeur de drogue qui va assassiner ses premiers ministres tous les jours et qui va amener des microbes pour tuer les Ivoiriens. Guillaume Soro a eu la chance, le premier ministre. Il est encore en vie. Mais Ahmed Bakayoko, quand il s'est rendu compte que ce n'était pas ça, il était trop tard, il était couché sur un lit quelque part. Et il s'est retourné vers Gbagbo qui l'insultait hier pour dire « Je me suis trompé, cher aîné, cher papa ». Ngon Koulibaly, le premier ministre, n'a même pas eu le temps de parler. On est venu l'accueillir à l'aéroport. Un président et son épouse qui viennent accueillir un premier ministre à l'aéroport. De jamais vu en termes protocolaires. Mais on l'a accueilli à l'aéroport, on l'a accompagné, on l'a installé dans un conseil de ministres. Quand il a fini, il était mort. Puisqu'on savait très bien qu'il ne devait plus travailler, il devait aller se reposer. Voilà. Voilà comment les rebelles, voilà comment les projets pour la démocratie portés par les rébellions se terminent. Monsieur Ngoz, se terminent. Ce n'est pas nouveau. Faut-il dire aux Africains que c'est la même chose au Tchad? S'il faut leur dire ça,
je ne voulais pas franchir un pas pour dire que les civilisateurs ont raison de dire que ces gens-là, que les Africains n'ont pas de cerveau. Mais Jean-Paul Bellet ne va pas se fâcher. Je ne donnerai pas l'occasion. Nous sommes là. Et c'est quelques Africains. C'est Africains. Non, c'est clair. C'est une façon de blaguer. Je vais vous lire un truc comme ça pour vous dire, M. Ngos, que je répondais à votre question par une démarche un peu absurde. Allez-y, je vous suis. Elle n'est pas absurde. En espérant que l'ambassadeur de Côte d'Ivoire nous suit également, il nous a lancé une fatwa. Allons-y. Depuis 10 ans, je ne reçois que le fatwa. Moi, je les réponds même pas. On continue le travail. Donc, il y a une propagande française qui est déversée sur les réseaux sociaux. Les services secrets français, de bonne guerre, ont créé des divers profils sur Internet et déversent des insanités pour dénigrer notre maréchalisme et nous amener à avoir honte du héros. Alors, moi, Bandakani, je le dis haut et fort. Moi, je suis le grand soutien des dictateurs africains. Moi, il ne me cache pas. J'ai toujours dit ça. Moi, je soutiens les dictateurs africains. Il ne me cache pas. Je suis fier de les soutenir. Parce que j'ai bien compris la différence qu'il y a entre eux et les nazis qui dirigent en Occident. J'ai bien compris la différence qu'il y a entre eux. Je suis fier du président Déby. Je vais vous démontrer tout de suite aux Africains qui nous suivent comment les arguments balancés sur Internet ne pèsent pas. On dit ok, il a mis ses enfants, ses frères, ses femmes, partout. Vous comprenez? Partout. Moi, je ne vais pas revenir sur le fait que le président Déby est musulman. Oui. Et en tant que tel, même sur le plan de sa religion, il a le droit d'avoir plusieurs femmes. On aurait voulu qu'il soit homosexuel, qu'il épousât plusieurs hommes. On aurait voulu qu'il épousât plusieurs hommes. C'est à la mode. Bon, on aurait voulu qu'il ressemble au Premier ministre du Luxembourg, qui va être invité dans une réunion internationale et qui va débarquer avec un homme qui est devenu une femme. C'est ça que je souhaitais. Ça, c'est pour blaguer. Ça, c'est un argument de forme simplement pour s'amuser. Alors, moi, je dis donc ceci. OK. On va aller pas à pas. Lorsque on nous dit que, OK, il a placé sa famille partout. Monsieur Ngos, prenons le cas de la France. Vous connaissez combien de familles dirigent la France depuis 200 ans? Vous allez me le dire, hein, président. Ne vous inquiétez surtout pas. C'est une dizaine de familles. C'est une dizaine de familles. Dizaines de familles. La France a ces tribus-là. Les Bretons, les Occitans, les Normands. Et tout ce que tu connais, Jean-Paul Bellet, c'est toi qui as... Les Corses, c'est tout ce qui va avec. Les Corses. Monsieur Ngos. Ces tribus-là se plaignent tous les jours qu'il y a une race ésotérico-raciale qui est regroupée dans ce qu'on appelle les Hauts-de-Seine, Île-de-France, les Hauts-de-Seine, qui ont confisqué la richesse de la France depuis des siècles. Monsieur Mousse, depuis des siècles. Est-ce que pourtant, la France peut admettre qu'on dise que c'est un pouvoir ethno-racial qui gouverne la France? Monsieur Mousse, on peut admettre ça? N'est-ce pas ces Africains-là disent que c'était le pays de la grande démocratie? Que c'est le pays des Lumières? Alors que dans la réalité, les richesses de la France sont confisquées par le groupe que je viens de vous citer. Lorsque la France confisque 85% des richesses du Tchad et le diligente dans le compte qu'on appelait le franc CFA, moi je pose la question, M. Ngos, cet argent-là avait la couleur des Goran, ça avait la couleur des Agawa, ça avait la couleur des Toubou. En ce moment-là, est-ce que quand la France confie les 85% là, elle dit que non, voici les tribus qui travaillent le plus, je vais vous rétrocéder 15%, vous travaillez moins que d'autres, je vous rétrocède de 25%, vous les Toubou, vous travaillez plus que les autres, je vous donne 45%, mais quand il faut confisquer la richesse du Tchad pour amener dans le compte d'opération, mais il n'y a pas de tribu au Tchad en ce moment-là, M. Ngos. Il n'y a pas de tribu au Tchad. Comment peut-on distinguer, comment on fait, M. Ngos, pour privilégier l'origine tribale de Déby au détriment de son appartenance nationale? Est-ce que oui ou non Déby et ses frères sont des Tchadiens? Jean-Paul, je lui pose la question. Est-ce que oui ou non le président Déby et ses frères sont des Tchadiens? Ou bien ces Africains qui gobent les saletés venues tout droit des services secrets français sont en train de dire que ce qu'on appelle Tchadien n'existe pas et que le Tchad est un assemblage, une juxtaposition de groupes tribaux qui sont prêts à se fondre dessus les uns sur les autres. C'est ça leur thèse?
Moi, ça me rappelle ce qu'on disait au Cameroun à un moment donné, que le pouvoir est entre les mains de Yaoundé. C'était les mêmes services secrets qui lançaient ça pour nous amener à nous entretuer entre, d'une part, les Anglo-Bami, d'une part, les Yaoundés, d'une part, les Sawa, tout ce que vous voulez, les gens du Nord. Nous sommes passés à 2 mois d'une guerre civile. Pour se rendre compte après que quand les Français balançaient ça, ils passaient par derrière, ramassaient tous les bijoux de famille, toutes nos entreprises nationales, ils ont tous acheté ça pour maintenir en son temps le président Biya au pouvoir. Mais bizarrement, quand il s'agissait d'acheter les entreprises là, il n'y avait pas d'entreprise Yaoundé, il n'y avait pas d'entreprise Sawa, il n'y avait pas d'entreprise Anglo-Bami. Lorsque, aux États-Unis, il y a une succession de père en fils, c'est-à-dire Bush père à Bush fils, est-ce que pour autant, à l'époque, ces Africains-là ne continuaient pas à dire que l'Amérique, c'est la lumière de la démocratie? Ne continuent-ils pas à dire que l'Amérique, c'est le temple de la démocratie? Monsieur, je vous interpelle, vous. Je vous prends en témoin. Lorsque, aux États-Unis, il y a des successions de père en fils, est-ce que pour autant on dit que ce n'est pas une démocratie? Qui ne sait pas que l'Amérique est le pays le plus inégalitaire du monde en termes de partition de richesses et que les richesses sont confisquées par l'État profond? L'État profond, depuis au moins 300 ans. Mais est-ce que pourtant, ces Africains-là continuent par dire que l'Amérique est le temple de la démocratie? La reine d'Angleterre, il n'y a pas de succession de père à fils, de mère à fils en Angleterre. Alors on nous dit qu'il y a un premier ministre, n'importe quoi. Tout le monde sait qu'en Angleterre, le premier ministre est un figurant. Il baise la main de la reine d'Angleterre. C'est elle qui décide de tout. On le sait. Pourquoi l'Angleterre peut avoir des successions de père en fils et être une démocratie que nous devons imiter? Et quand il s'agit des Africains, on dit que non, non, vraiment, succession dynastique. Mais il y a un problème, mes chers amis. Il y a un problème sérieux dans notre tête. Hein? Il y a un problème sérieux dans notre tête, M. Goss. Lorsque au Cuba, Fidel Castro s'en va et Raúl Castro prend le pouvoir, qu'est-ce que nous, les révolutionnaires, on dit? Est-ce que nous, on dit que non, c'est père à fils? Nous regardons les performances de Raúl Castro, qui était dans tous les combats avec Fidel Castro. Oui ou non? Est-ce que le fils d'Ebi n'a pas été dans tous les combats avec son père? Tous les combats. À qui veut-on faire croire que c'était pour les Agawa qui faisaient ça? Donc quand Déby est venu intervenir au Cameroun, c'était pour les Agawa? Quand tu vas intervenir au Mali, c'est pour les Agawa? Quand partout, quand il est de la France, avec son armée virtuelle, au Mali, quand il va s'engager là-bas pour aller lutter contre les vrais terroristes, à tout moment là, c'est quoi? Ce sont les Agawa qui masquent l'inefficacité et l'incompétence de l'armée française dans le Sahel. En ce moment-là, ce sont les Agawa? Monsieur Ngous. Non, mais il faut qu'on pose ces vraies questions-là. Il fallait donc à ce moment-là, lorsque Déby est venu soutenir le Cameroun pendant la guerre contre Boko Haram, il fallait le chasser, dire que non, 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 toi tu as un pouvoir, Zagawa, ne viens pas ici. Nous ne voulons pas entrer dans les querelles du Tchad. Mais à l'époque, tous les Camerounais, la plupart, la majorité, on s'est levé pour applaudir le maréchal Déby. C'était pas le Zagawa qui était intervenu à l'époque. Donc nous n'allons pas laisser ça. Hein. Nous n'allons pas laisser ça. Alors, le même débat. Allons en Allemagne. Les Bavarois, mon cher René Bennett, n'ont-ils pas confisqué la richesse des Allemands depuis des siècles? En Allemagne, là, malgré le fédéralisme, la Bavière, c'est l'État le plus riche. Les Bavarois sont très riches. Donc les Allemands disent quoi de ça? Est-ce que les Bavarois, là, quand ils sont riches, là, c'est parce qu'ils exploitent seulement la Bavière, ou bien ils ont des entreprises internationales, multinationales, pour ne pas dire nationales? Quel est le problème qui oppose les Catalans et le reste de l'Espagne et Madrid, c'est quoi? Les Catalans disent que vous, les Madrilènes, à Madrid, vous volez l'argent que vous ne travaillez même pas. Vous êtes des paresseux, nous on est des travailleurs, et vous pillez notre argent. C'est ça la base du conflit catalan. Mais quand on fait ça, est-ce qu'on dit que ce sont des hordes tribales qui sont en train de s'affronter, des sauvages qui veulent se détruire? Non, non, on ne dit pas ça. Et l'Europe se lève très vite pour dire que les Catalans, taisez-vous. L'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Comme on l'a dit aux Français, aux Corses, taisez-vous. L'unité de la France n'est pas négociable. Mais quand c'est nous les Africains, on vient nous raconter les baveines pour nous amener à nous entretuer et cracher sur les dignes fils de notre continent.
Lorsque le président Déby, M. Ngoz, je suis fier de le soutenir. C'est un grand homme. Moi, je ne nie pas mes amitiés. Parce que moi, j'ai argument pour défendre mes amitiés. C'est un grand homme. Je l'appelle maréchalissime. Vous savez, le président Belem nous a dit hier, et c'est vérifié, j'ai vérifié ce qu'il nous a dit hier, que Déby a inventé un concept, une stratégie, une tactique de guerre. La guerre Toyota. Qui est aujourd'hui enseignée dans des écoles de guerre. Militaires, oui. C'est une innovation. Ça, c'est pour les Agawa. Quand on enseigne dans les écoles de guerre, on dit que c'est les Agawa. Ne sommes-nous pas fiers d'avoir un fils d'Afrique, un soldat digne de son nom, qui a fait avancer la science de la guerre dans le monde? Vous croyez que si moi je suis en guerre, je prends la tactique là pour réussir, je veux dire que c'est pour les Agawa? Non, du tout. Est-ce qu'il faut rappeler ici à ces gens que l'héroïsme militaire du président Déby, c'est le panafricanisme? Ce n'est pas la tradition des grands guerriers africains, Chaka Zulu que nous aimons tant citer. Il était cruel, hein? Mais quel Africain peut avoir honte de Chaka Zulu? Quel Africain? Quel Africain? Il n'est pas le seul. Les grands guerriers africains, depuis Toussaint l'ouverture, jusqu'à Chaka Zulu, pour ne parler que ce cas-là, qui peut avoir honte? C'était des génies militaires. Ce sont des héros du panafricanisme. Pourquoi on veut rabaisser l'héroïsme de Déby, homme de guerre, qui est mort au front et qui a stabilisé un pays qui, depuis 50 ans, était un pays mort, détruit par la guerre? Pourquoi on veut faire ça, M. Ngoz? Moi, je suis là ce matin. Je veux dire que je vais répondre à votre question, pas l'absurde. Vous voyez que je ne suis pas au sujet. Pas du tout. Je suis là ce matin pour dire que nous, les panafricanistes, nous sommes fiers du président Déby. C'est un grand Africain qui vient de se sacrifier pour la cause panafricaniste. Et que ceux qui sont dans la contre-courant là, ils perdent leur temps. Nous sommes debout. Et les projets français ne passeront pas. Merci à vous, Président Badakani, pour cette première prise de parole. Docteur Jean